parle? À cette question, j'ai essayé de répondre par une autre question, et en particulier, j'ai voulu me dérober, j'ai répondu « on parle ». En fait, on a eu le dernier mot, si je puis dire, puisqu'on m'a demandé qui est cet on. C'est ce que je voudrais expliquer très rapidement. Cet on, c'est ce que l'on pourrait appeler un inconscient impersonnel, ou plus précisément, un inconscient culturel. C'est-à-dire que le sujet de la plupart de nos conduites, de la plupart de nos pensées, de la plupart de nos réflexions, ce sujet n'est pas un je personnel, mais un on impersonnel, ce on impersonnel étant ce que les individus qui ont reçu la même éducation, au sens très large, au sens à la fois de prime éducation et d'éducation explicite, donnée par l'école par exemple, ont en commun. Et en fait, ce que les individus ont en commun, c'est en quelque sorte ce sens commun grâce auquel ils communiquent et grâce auquel ils sont capables d'actualiser des sens particuliers. Et en fait, ce que le sociologue s'efforce de récupérer, en quelque sorte, c'est ce sens que les sujets sociaux engagent dans leur pensée, dans leur conduite, sans le savoir, et qui a été déposé en eux par une prime éducation ou par une éducation. Je n'ai pas très bien vu le sens de l'expérience que vous avez faite en Kabylie. Est-ce que vous voulez dire que le contenu des mots, suivant leur genre, influe sur la distinction naturelle entre homme et femme? Donc ce que je veux dire, c'est que je suppose que le langage, dans la mesure où il participe lui-même d'une culture, véhicule des choix que personne ne fait, mais qui sont faits pour chacun par la culture, et que cet ensemble de choix s'interpose entre le sujet et le sujet lui-même. C'est-à-dire que dans le simple fait de parler un certain langage, dans le simple fait de participer d'une certaine culture, de se tenir debout d'une certaine façon, de communiquer avec autrui selon certaines règles, l'individu se trouve objectivement engagé dans des choix qu'il n'a pas faits, qui sont déjà faits pour lui. Et par exemple, les choix les plus fondamentaux qui concernent la posture, enfin, qui concernent la manière de communiquer avec autrui, etc., tous ces choix sont déjà proposés à l'individu par sa culture, et très souvent ils lui sont techniquement inculqués dès l'enfance. Bon, par exemple, une dimension fondamentale, je pense, pour le psychanalyste, comme la dimension de la verticalité, bon, cette dimension est socialement qualifiée. Ce n'est pas du tout une dimension indifférente. Enfin, on peut dire que certaines civilisations se bâtissent tout entières autour de l'opposition entre le haut et le bas. Donc, par exemple, je pense que si on avait à résumer la civilisation kabyle d'un mot, on dirait, ou de deux mots, on dirait haut et bas. Et en fait, un homme qui se respecte, c'est un homme qui regarde en face, c'est un homme qui regarde les yeux dans les yeux, qui regarde vers le haut. Bon, une femme qui se respecte est une femme qui regarde vers le bas. Bon. Et en fait, de la même façon, on voit du même coup que la chute a un sens très important, enfin socialement qualifié, que l'ascension a un sens très important. Et par exemple, pour les Kabyles, la dimension géographique royale, c'est la dimension, c'est la direction est-ouest, plus exactement ouest-est. L'ouest étant le féminin, le bas, l'inférieur, l'humide, etc. L'est étant le sec, le triomphant, le beau, le blanc, etc. Bon. Et un homme qui accomplit sa vie d'homme est un homme qui fait face à l'Est, et le mot, par exemple, par lequel les Kabyles disent être un homme d'honneur et faire face à l'Est est le même. Il y a là donc un arsenal de significations arbitraires avec lesquelles l'individu doit compter et dans lesquelles il structure ses expériences les plus profondes, à commencer par l'expérience, je crois, capitale, à savoir l'expérience de son propre corps.